Greux, gras, granola. Sur un bon biscuit, du bon chocolat. Greux, gras, granola. Sur un bon biscuit, du bon chocolat. Greux, gras, granola. Greux, gras, granola. Sur un bon biscuit du bon chocolat, granola de l'Alsacienne. Ah, d'accord. D'accord, j'avais pas compris. Comme ça, j'étais belliqueux comme ça. D'accord, bah tout va bien, hein. Et ben comme on dit au Mexique, et ben allez-y. Get Busy Show numéro 12. 12 comme les 12 mois de l'année, 12 comme les 12 doigts de la main, n'importe quoi. 12 comme les 12 apôtres. On va commencer par l'apôtre de l'Apocalypse et de la terreur, qui annonce le jugement dernier. Cher, comment ça va ? Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Est-ce qu'on peut s'applaudir ? Oui, c'est vrai qu'on applaudit maintenant. On s'applaudit maintenant. Tout là-bas, l'apôtre de la non-assistance à personne en danger. Héros. Va te faire foutre. Comment ça va ? Bonjour, ça va ? Les gens l'ont réclamé, il est venu. Apôtre de la VHS, où est le bouton ralenti sur le magnétoscope ? Calzone. À droite. À droite. Bonjour, toujours à droite. Évidemment, l'apôtre des apôtres qui est descendu sur Terre parmi les mortels, Free Worker. Avec un David de retour, j'en suis très content, voilà. Mais je suis de nouveau dans le fossé, sur ma côté. Voilà, il t'a présenté, il a passé le plat. David, ça va sinon ? Ça va, les gens se sont inquiétés, il y a eu beaucoup de messages de gens qu'on sentait tendus et inquiets. Non, j'ai résisté au grand remplacement et tout ça. C'est bon, je suis là, je suis de retour. Et puis le premier invité qu'on devrait plus présenter, mais on va le faire quand même. Attends, un peu de galanterie, un peu de seconde, quand même. Donc je disais, le premier invité qu'on devrait pas présenter, mais on va le faire quand même, celui qui représente la bouclette sur ta tête. J'expliquerai cette phrase plus tard. Saïd Tagmaoui. Merci, bonjour à tous. Merci de me recevoir, vraiment merci, ça me fait plaisir d'être là. Et puis donc, une invitée, on n'a pas beaucoup l'habitude de recevoir des filles. Les deux précédentes sont enterrées par là-bas, je crois. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Je sais pas, c'est toi qui avais les 5. Non. Des granolas. Mounia Moula. Alors, un petit peu difficile de la présenter. Sur quoi comment on peut te résumer ? Un objet volant non identifié. Absolument, pas mal. Merci Saïd, exactement, ça me plaît, ouais. Voilà. Ouais. Mais parce que Mounia, en fait, on peut dire cascadeuse, ça va ? Un drone. Principalement cascadeuse depuis 14 ans, mais beaucoup de choses à côté aussi. Donc, coach. Je suis aussi au théâtre depuis un petit moment, donc j'aspire à jouer également. Voilà, et sinon, j'ai fait du parcours avec les Makassi, donc du coup, instructeur parcours, un petit peu tout, et bodyguard depuis 3 mois. Don't fuck around, aka Ah yeah, c'est pour ça que je suis venue avec Saïd. Je Et veille vous sur avez lui aujourd'hui. Et elle était avec nous sur Wonder Woman, elle faisait des trucs là-bas, je me rappelle. Des cascades, exactement. C'est pas le seul point commun que vous avez, parce que tous les deux, avant le cinéma, vous avez débuté par le sport. Ouais. Et par les sports de combat. Ouais, les sports de combat, et surtout, je pense qu'on vient du même milieu social aussi. Ouais. Du Maghreb. Du Maghreb, de la Maghrébie. De la Maghrébie de banlieue. C'est une sahabiste. On a du rebut de compétition aujourd'hui. Quand j'ai des sahabs, un peu, c'est des sahabistes. Exact. Et donc voilà, c'est vrai que c'est multitask, quoi, non ? C'est incroyable d'être comme ça, faire du sport, ensuite enchaîner avec le garde du corps et DJ, et elle joue. Enfin, tu vois, c'est comment s'adapter à ce siècle, et c'est incroyable. Pour une fille. En plus, pour une fille, c'est énorme. Est-ce que vous pensez que l'un ou l'autre, les sports de combat, ça vous a aidé dans la suite de vos carrières ? Je pense que le sport en général, c'est quelque chose de très positif, parce que je pense qu'il y a l'esprit, il y a le corps, et que les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, où tout va de plus en plus vite, le sport te ramène à un rythme humain, c'est-à-dire la respiration. Et celui qui sait bien respirer, c'est mieux vivre. Donc c'est plus qu'essentiel, c'est une colonne vertébrale, pour ne pas dire un médicament divin. Parce que quand on parlait de sport, Mounia, t'as fait un nombre incalculable de sports, en commençant par la natation, la boxe thaï. Voilà, en fait, déjà, Saïd, merci, c'est une très très belle définition. Et pleine de spiritualité, voilà, et en effet, je vais répondre à ta question, mais c'est vrai, le sport, donc certes thérapeutique, on l'apprend au fur et à mesure des épreuves, des expériences, etc. Mais oui, c'est vraiment, en tout cas, depuis toute petite, ce qui m'a... Canalisé. Ouais, beaucoup, canalisé, voilà. Parce que voilà, on a grandi dans la rue, confession musulmane, moi je viens d'une cité algérienne, femme, super galère, donc j'ai passé ma vie à me battre.
pour des causes, en fait, voilà, pas physiquement. Et du coup, le des sport, causes de c'est... quel type quand tu fais référence à des causes, tu fais référence à quoi? Oh, t'as 4 heures devant toi, là. On est là, tranquille. Non, mais en gros, je pense que On peut même prolonger si tu veux. la vie, c'est un combat en permanence. Donc, et c'est un grand marathon. Donc, en fait, vu qu'on vient d'un truc un peu déstructuré et pas très bien organisé, de par l'origine sociale, ethnique, etc., et tout simplement, tu comprends que le sport, ça va t'aider un peu à te structurer. Comme une colonne vertébrale, en fait. Ça va juste t'aider à t'organiser comme un planning. Voilà, ça va t'aider à juste fabriquer ton planning, ton truc, pour pouvoir construire un petit peu. Parce que tu vas nulle part. Une des choses importantes que ça doit apporter aussi, enfin, surtout au niveau des sports de contact, c'est ça apprend à tomber, ça apprend à perdre aussi, et recommencer, et remonter sur le ring. Bien sûr. Et ne pas s'arrêter ou se dire, je vais dévier vers le plus facile. T'apprends en fait la grande humilité. Où c'est que tu es vraiment, où t'en es, qu'il y a des gens plus forts que toi. Et tout ça aussi, ça te donne toutes les valeurs qui vont aider à te construire, c'est-à-dire la discipline, la rigueur, l'humilité, la peur. En fait, t'apprends toi-même le pour travail, de vrai. Tu fais souvent référence au travail comme étant une valeur cardinale. Ça aide dans pas mal de tes interviews à chaque fois. Quand on te demande justement d'expliquer ton parcours et autres, la valeur travail, elle revient en permanence. Parce que c'est la meilleure définition de la vie, en fait. Et c'est beaucoup plus valable dans les sports de combat que dans les sports plus classiques que sont les sports Non, tout sport. Après, tu as vu, on est tous autour d'une table et on peut être tous de la même famille, on sera tous uniques et personnalités différentes. Donc en fait, tu as des gens qui vont s'épanouir dans le badminton et après, c'est toi et tes démons, en fait. Et si tu vas vers des sports de contact, c'est que tu avais besoin peut-être... C'est moins pratique en cité le badminton quand même. Ouais, mais tu peux être champion olympique de badminton et je pense que c'est pas qu'une histoire. En fait, le vrai truc, c'est toi face à toi-même. C'est pas voilà. T'as pas besoin de tout est ce truc de compétition en permanence, mais en fait la vraie compétition, elle démarre que avec toi et ça se passe entre toi et toi. Et tout le reste, c'est des méandres de l'histoire. Et tout le système fait qu'en fait, on a envie de faire la compétition avec l'autre. Mais avant de pouvoir faire la compétition avec qui que ce soit, c'est d'abord avec toi-même. Voilà à quoi ça sert pour moi, le sport. C'est l'ultime miroir de l'honnêteté face à toi-même. Alors moi, en plus, c'est la boxe, donc je suis parti là-dedans à fond les ballons et à certains levels. Mais déjà très tôt. Très tôt, j'étais champion de France très tôt, mais personne ne savait vraiment parce que j'étais dans mon délire, etc. Et puis ça s'est développé tout doucement en moi. Et tu sais, tout ce qui est petit en toi fait que grandir avec le temps. Et après, tu es dans des challenges chez toi où tu en es dans ta vie, etc. Et je me suis retrouvé très vite à amener mon truc à bout, à le confronter au plus haut niveau mondial, avec des camps d'entraînement les plus violents, avec les champions les plus affûtés. Et ça t'aide à te construire. C'est-à-dire plus tard, ça, dans ta vie, c'est quand tu as eu l'opportunité d'être aux États-Unis et d'avoir accès à des gyms, à des salles où il y avait un certain nombre de... Ouais, tu montes tout doucement les escaliers et tu comprends très vite que c'est vraiment entre toi et toi, quoi. Tu l'as fait toi aussi, Monia, le camp d'entraînement en Thaïlande. Exactement. Non, la boxe, elle était déjà là avant. C'est la vie qui m'a amené à la boxe. C'est juste que quand je suis rentré dans une salle de boxe très tôt, j'ai trouvé un truc qui me parlait. Tu vois. On fait des rencontres avec des sportifs professionnels. On fait des rencontres aussi. Mets-toi devant le micro, le calzone, s'il te plaît. Avec des gens de cinéma aussi. Parce que j'ai l'impression que ta carrière de boxeur et de cinéma, elle a été très très proche. Ça s'est rejoint assez rapidement. En fait, elles ont été en parallèle. Tu sais, quand tu viens d'où on vient, tu essayes d'attraper une branche comme un singe et surtout de ne pas la lâcher tant que tu n'en attrapes pas une autre. Et donc, tu essayes des trucs, etc. Si le cinéma n'était pas parti, je serais définitivement parti dans le sport de haut niveau. Et je me serais barré aussi et j'aurais été fait. Parce que je savais que si je m'investissais dans quelque chose et que mon âme le voulait vraiment, il y a comme un espèce d'état des lieux, tu te dis ok, I think I can do, je pense que je peux faire quelque chose. On va faire un truc un peu Vandamien, mon Dieu. Ça parle un peu l'anglais. Attention, parce que t'as un peu ce défaut. T'as un peu ce défaut. Mais quand tu passes des... Tu sais ce qui m'est arrivé récemment ? Il m'est arrivé récemment un truc incroyable. On t'a pris pour Vandame dans la rue. Dans la rue. Et surtout, j'ai commencé à rêver en anglais. Et quand tu commences à rêver dans une autre langue, et ben ça, les frontières commencent à être très très courtes. C'est pour ça qu'ils t'ont donné la nationalité. T'as tenu un discours comme ça et au final ils ont sorti le passeport. Sûrement. Tu leur as fait un Yavot Dream. En remix. La main sur le cœur.
Mais voilà, et c'est vrai que... On va te faire chanter l'hymne national si tu continues, attention. Et tu évolues comme ça, tu essayes des trucs et tu vois qu'il y a une piste qui part plus que l'autre et que tu peux régler tes histoires aussi personnelles avec cette piste. Et puis après, tu t'aperçois que voilà, t'as peut-être pas envie de lâcher ça parce que voilà, la vie elle est faite que t'as besoin de respirer. Voilà, donc t'as arrêté la boxe parce que... Rapproche-toi du micro, Calzone. Je te le répéterai pas une troisième fois, après il y en a une qui part, je te le dis. J'ai vu tes prouesses la dernière fois à la Snake Team, j'ai peur, effectivement. Mais non, mais en fait, excuse-moi, mais c'est pas ça en fait. Il y a un autre facteur qu'on a oublié dans ton cas, c'est peut-être pas la boxe qui t'a amené au cinéma, c'est peut-être le hip-hop en vérité. Bien sûr, c'est le hip-hop qui m'a amené à la boxe, direct. Bien sûr, le hip-hop ça a été, l'école parallèle, l'école laquelle où j'ai pas été en fait. Et en fait, on choisissait un peu nos professeurs, etc. Puisqu'il y avait plusieurs formes de hip-hop. T'avais le conscient, la déconnade, les clashs. Enfin, tu vois, c'est très vaste tout ça. Et puis le hip-hop, c'est pas que le rap, c'est la musique. À l'époque, c'était segmenté comme ça, pas vraiment. Non, c'était pas encore segmenté comme ça, mais il y avait quand même déjà des gens indirectement qui se positionnaient politiquement malgré eux, et d'autres qui étaient un peu plus dans la déconnade. À l'époque de Assassin ou de NTM et de tous ces groupes un peu conscients, il y avait déjà des guignols, ou alors le côté un peu divertissement. Il y avait Benny B déjà, tu vois, et ça faisait partie de la même, pas de la même si c'est vraiment des mondes différents, mais c'est de la même racine, non mais le hip-hop, après il y a aussi les Américains, donc ça aussi, bon, on comprenait pas très bien l'anglais, mais on pouvait quand même sentir l'engagement ou alors la couleur dans laquelle ils étaient. Mais ça a définitivement été mon école. C'est ce qui m'a donné envie d'aller lire des livres. Et donc d'être curieux et automatiquement m'a amené à la prise de conscience de ma personne, de où j'étais, ce que je faisais, ce que j'étais pas capable de faire, ce que j'étais capable de faire. Et puis tout doucement, ouais, le sport est arrivé comme une continuité. Et la boxe, parce qu'il y avait une salle à côté de chez moi, parce qu'il y avait aussi une idée de défi, de personnel, et de s'en sortir avec ses mains. Tu vois, il y a tout un truc comme ça qui me touchait par rapport à cela. Et c'était à l'époque le noble art. Tu vois, il y a des sports de contact beaucoup plus violents que la boxe. La boxe, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un autre. Tu peux devenir un super combattant de MMA qui est très à la mode en ce moment si tu travailles dur, mais tu pourras jamais devenir un champion du monde de boxe si tu n'as pas les capacités intrinsèques à la base, qui vont se développer avec le temps, parce que tu vas arrêter, tu vas reprendre. Enfin, c'est un long cheminement. Mais il faut quand même certaines capacités mentales, physiques, athlétiques, parce que c'est mano, c'est tall. Il n'y a plus, tu t'arrêtes. Jean Van Damme. Ah oui, Van Damme, voilà. Il faut mettre une alerte Van Damme. Une alerte Van Damme. Mais justement, puisqu'on parle de boxe, c'est ce que je disais tout à l'heure à Monia, qui elle aussi a fait, parce que tu parlais des camps d'entraînement un petit peu compliqués, toi aussi tu as fait ça en Thaïlande, des camps de boxe thaï en fait. Comment ça se passe pour une fille dans cet environnement ? À quelle époque tu es partie déjà en Thaïlande ? Parce que c'est pareil. Alors j'ai 34 ans, j'avais 18 ans. En fait, très tôt, moi j'étais une petite ninja, hein. Mes parents ils n'arrivaient pas à me canaliser, j'ai une énergie débordante, trop speed, hyper active et tout le temps en train de bouger, inventer des trucs. Peut-être dans le biberon, ouais, faut demander à ma mère, mais en tout cas... Faut qu'on parle à tes parents. Ma mère était amoureuse de Bruce Lee. Et je ne devais pas naître fille, je devais naître garçon. Alors peut-être que... Une femme qui aime Bruce Lee ne peut pas être mauvaise. Ça, tout se discute, mais bon. Pour quelle raison aussi pour quelle raison? Tu le cites souvent toi-même, Bruce Lee, en tout cas ça reste une référence. Oui, pour toi, comme Mohamed Ali, comme tous ces grands hommes, ces grands champions, etc. Donc après, c'est vraiment un parcours. Qu'on soit connu, pas connu, tout ça. Moi, ce qui m'a tout de suite plu dans les sports de combat, parce qu'en effet, j'ai commencé le sport très tôt, à 4 ans, parce qu'on ne pouvait plus me tenir, et même à l'école, on me disait faut qu'elle fasse du sport, cette petite et tout. Du coup, j'ai essayé un petit peu tout. Moi, mon but, c'était le mouvement et la musicalité dans les choses, en fait. J'ai toujours eu une espèce de rythmique, un truc comme ça que je sentais déjà en moi, et une vibration que j'allais rechercher dans les sports, donc j'ai essayé tout. En passant par le foot, j'ai fait même des trucs, des sports extrêmes, etc. Et mon premier amour, c'était la boxe. Ouais, aussi. Okay. Pourquoi pas, du ping-pong. Et il y a des choses à prendre partout, en fait. Et c'est ça que je voulais. Donc, jusqu'au jour où je me suis arrêtée sur la boxe. Premier amour, 12 ans. Kickboxing, avec Félicie à l'époque et tout. Et très tôt, kickboxing, c'était bien. Mais moi, je voulais les coudes, je voulais de l'impact. Et il fallait que ça rentre, quoi. Donc, boxe thaï. J'ai tout de suite trouvé mon inspiration. Et c'est vrai que toute petite, j'ai toujours été fascinée par l'Asie, le côté spirituel, la philosophie, etc. Et toutes ces belles choses, tout ce savoir là-bas. Donc, j'ai très tôt été tournée vers l'Asie. Donc, voilà, j'ai toujours
été chercher l'apprentissage là-bas d'abord. Et tu as décidé de partir à un moment d'aller t'y En installer fait, à quelque 18 temps ans, j'ai décidé de partir là-bas parce que je commençais à prendre du niveau. On voulait me faire boxer ici en France, mais j'avais une catégorie très minime. En plus, en boxe thaï, à l'époque, il n'y en avait pas trop. Donc, je suis partie là-bas à fond. À l'époque, il y avait Jean-Charles Skarbowski. Exactement. Donc, j'ai réussi à trouver des petits camps, etc. Et j'ai fait 2 combats en amateur là-bas. Et je suis restée à peu près 2 mois. Je suis repartie ensuite. Et du coup, c'est là-bas que j'ai découvert la cascade. Parce qu'on m'a repéré, on m'a dit que voilà, ce serait bien si je pouvais être dans des agences, des trucs de films et tout ça. Donc, moi, c'était pas encore mon game. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer. Et j'ai été invitée dans un truc de cascadeur. Et là, parce que le cinéma, c'était mon premier amour, vraiment. Enfin, avant même la boxe. Et l'image, toujours la beauté, le rythme. Il y a un truc comme ça que j'aimais dans l'image. Beaucoup de sensibilité. Et du coup, les deux réunis, l'action plus le cinéma, je me suis dit, waouh, en fait, c'est le métier, je veux pas être boxeuse. Je pense que j'ai eu assez, mais en tout cas, je veux apprendre la cascade, parce que c'était beaucoup plus riche. Ça me permettait de vraiment faire des sports encore plus. L'équitation, du coup, j'ai dû me former ensuite en escrime, en équitation, en trampoline, en acrobatie, en plein de choses comme ça, et voilà. Donc, ça fait maintenant 15 ans dans ce domaine. Mais la boxe, Ce que vous avez en commun aussi, c'est que vous deux, quel que soit l'âge que vous aviez, vous étiez déjà prêt à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire même toi partir du territoire français ou toi partir en camp d'entraînement. Comment entre vous deux, c'est que vous avez été chercher entre guillemets le salut ou l'inspiration ou la destinée à l'étranger en fait. Et cet état d'esprit, il est sûrement dû peut-être à vos jeunes âges dans l'entraînement de sport assez. Mais en fait, il y a un truc, si on parle très sincèrement ici de sport et surtout le rapport à la boxe, et même avec le cinéma, indirectement, si je prends un peu de distance, le truc qui revient, c'était l'envie de pas tricher. Dans ce monde où tout est tricherie et filtre et mythomanie et des gens qui s'inventent des trucs dans tous les sens et pour exister, on a besoin de jouer des personnages, etc. Alors que l'idée, c'est d'aller vers la vie, essayer de se rapprocher de soi-même, etc. et d'être dans l'honnêteté. Je parle bien ici d'honnêteté. On est dans cette espèce de monde de filtre, quoi. Que ce soit pour vendre des hamburgers ou pour vendre des Danone. On est dans un mensonge permanent de tout. Et à la boxe, on ne triche pas. C'est un des seuls sports au monde où tu vas avoir un adversaire qui fait quasiment le même poids que toi. C'est presque ton ombre que tu boxes. Aujourd'hui, tu fais totalement le contraire dans ton métier. Tu triches constamment. Alors, non, parce qu'en fait, si tu t'approches du cinéma, en fait, l'école de laquelle je viens moi, c'est une école où tu dois trouver une forme de vérité dans le mensonge. On est en train tu sais, une belle définition de l'art, c'est l'art est un mensonge qui t'aide à mieux comprendre la vérité. Donc en fait, s'il n'y a pas une base solide de vérité, tout le reste n'est que mode. Et la mode, ça meurt très très vite, ça va pas très loin. Donc c'est comme on reproduit la vie, donc bien sûr qu'on va recolorier et on va mettre de la lumière et du maquillage, etc. Mais si ton sentiment de base ou ta racine de base, elle est pure et vraie, tout le reste, c'est que de l'accessoire. Puisqu'à la fin, il va rester... Est-ce que tu vas y toucher ou tu vas pas y toucher? Est-ce que c'était authentique? Est-ce que tu y as cru ou tu y as pas cru? Donc c'est comment trouver ta vérité dans ce mensonge et comment être capable de préserver ta vérité autour de tout le bordel. C'est que ça un artiste. Le reste pour moi c'est de la mode et c'est Pokora et tous ces gens qui n'ont jamais écrit de chanson de leur vie ni joué d'un instrument. Et on est les spécialistes en France de cette médiocrité artistique. Je parle ici de médiocrité permanente. Ça fait très longtemps que... Tu la trouves aux États-Unis, ça aide aussi cette médiocrité. Sûrement, mais c'est tellement même vaste. En tant qu'artiste, je pense qu'à un moment, il y a un côté pragmatique qui se met en place. C'est-à-dire que quand tu décris justement ce processus comme ça, de cette carrière qui t'amène à faire des choix tout le temps qui vont coller à ton éthique, à une quasi-dimension spirituelle de ton métier et tout ça, on sait très bien aussi que pour exister, vivre, survivre et percer à Hollywood notamment, il y a tout un tas de moments où tu es obligé de consentir à des concessions, à faire des choix que derrière tu n'assumeras peut-être pas forcément énormément. On a eu Ramzy la dernière fois qui nous parlait notamment de l'échec artistique d'un de ses films, et il en parlait avec beaucoup d'honnêteté, tu vois. Il y a un moment où il y a aussi le pragmatisme qui rentre en ligne de compte. C'est pas uniquement une démarche pure d'artiste. Paris, c'est pas fait en une nuit. Je pense que les sacrifices font partie de la vie. Si tu fais des sacrifices pour monter une marche et pas redescendre et viser ton obstacle, même l'échec, c'est la mère de tous les succès. C'est pas un problème de tomber, même en boxe. Le problème, c'est quand tu décides de pas te relever. C'est ça le truc. Et est-ce que tu te relèves pour gagner le combat ou tu te relèves pour... tu vois, sinon, jette l'éponge. Ce que je veux dire, c'est que
bien sûr qu'il va y avoir un cheminement. Bien sûr qu'il va falloir faire des choix difficiles. Mais c'est comme le cheval de Troie. Si tu perds ton objectif en route, alors dans ces cas-là, tous ces sacrifices et tous ces trucs, t'es devenu la victime et tu es devenu tout ce qu'on détestait. Donc quelque part, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? Vers où tu vas ? Pour rentrer dans un système et pour essayer de le conquérir, il faut pouvoir rentrer dedans. Sinon, mon ami, on est dans un autre débat et on est dans l'utopie absolue. Non, donc c'est pour ça que après pragmatique. Voilà, c'est une œuvre en fait que tu vas laisser. Donc quelque part, si tu laisses une œuvre, tu te dis que ouais, peut-être que j'ai fait ça, mais ça m'a amené à faire ça et ça valait vraiment le coup parce que ça a ouvert la porte à plus de choses. C'est que ça en fait. C'est comme ça que tu essaies d'avoir cette espèce de parcours et d'avoir cette espèce de comptabilité macabre presque, non ? Parce que c'est terrible. Vous avez sacrifié des choses pour en arriver là, autant vous deux, en partant, en vous mettant en danger dans des pays étrangers, mais ça n'est que sacrifice permanent. Mais du coup, est-ce que les sacrifices de vie sociale, d'entourage, etc., n'a pas été assez dur à porter ? Tu peux pas avoir beaucoup Mounia, peut-être déjà, en tant que jeune fille, comme tu dis, comme tu le décrivais tout à l'heure, maghrébine, notamment d'un milieu prolétaire et tout ça, j'imagine que tes choix, ton mode de vie... tes choix de carrière, ta propension à bouger comme ça et à t'exiler, ça n'a pas dû être forcément quelque chose de facile à vivre au sein de ta famille et de ton environnement immédiat. Alors, curieusement, moi, je ne vois aucun sacrifice dans tout ce que j'ai fait. Aucun. Tout ce que je fais, c'est peser, c'est réfléchi, c'est sur l'instinct. C'est vraiment, voilà, je te rejoins beaucoup, Saïd, et on va pouvoir parler des heures sur tout ce côté spirituel que tu apportes à ta vie et justement qui fait que ça a un réel sens profond. Chaque chose que tu feras va vraiment être pesée. Voilà. J'ai aussi, grâce à Dieu, cette dimension. Donc du coup, c'est vrai que, voilà, du moment que je suis dans la justesse, la justice et que je fais des choses qui me plaisent et qui vont pas à l'encontre de mon éthique, j'y vais. Mes parents, mes amis, les gens qui me connaissent, ils peuvent que m'encourager, puisque si c'est pour mieux revenir. Et du coup, il n'y a aucun sacrifice. Après, en tant que femme... On parle de concession, peut-être plus que de sacrifice. Vie sociale, j'ai pas pensé que la famille... Non, il n'y a même pas de concession, en fait. Je pense que c'est juste un équilibre et qu'on est tous sur des vibrations, des fréquences différentes. On a des visions, voilà, qui nous définissent, qui peuvent évoluer, parce qu'on est des êtres humains, donc on change. On a des autres inspirations, on a des autres... On monte en grade dans la foi, dans la spiritualité, donc forcément, ça évolue et ça bouge, et tant mieux. Donc c'est vivant. Mais non, pas de concession, mais vraiment juste des redirections, en fait. Après, j'ai toujours eu cette chose de l'équilibre, l'équité. Donc quand je fais quelque chose, je suis aussi un peu sanguine, donc c'est tout ou rien. Donc là, j'ai dû travailler dessus. Mais en général, c'est... Non, il n'y a vraiment aucune concession, en fait. Les choses, elles se font naturellement et je fais en sorte de veiller sur les miens, de veiller sur que chaque chose soit à sa place et d'équilibrer, en fait. Et du coup, les choses reviennent à nous naturellement. Donc, j'ai très bien vécu ça. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'en tant que femme, c'est vrai, bon, tout ce qui est sentimental, c'est compliqué. Faut le dire. Si tu leur mets des coups de coude, ouais. Non, je suis... Non, c'est même pas question d'ego ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Non, c'est plus profond. C'est même pas homme-femme. C'est question de... Comment je te kiffe, toi. Moi non plus. Voilà, je vous explique qu'ils sont en train de faire des coups de coude partout. Non, mais en fait, voilà. Non, vraiment, pour résumer, pas de concession. Je crois en ce que je fais et peu importe que je réussisse ou pas, moi je suis pas là pour... je suis là pour moi me changer, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et voilà, si Dieu me met des choses sur ma route, je saurais les prendre, même si c'est des gros trucs très d'art, c'est des bénédictions pour moi. Et voilà, il faut voir la vie simplement d'un œil nouveau et adapté. Donc voilà, moi j'ai aucun sacrifice, aucune concession, je surfe vraiment sur ma life et tranquille, quoi. Parce que pour ça, le parcours, on en parlera aussi. C'est une philosophie qui m'a beaucoup aidée. Il y a une vraie dimension spirituelle. Au-delà de la boxe, il y a eu la boxe pour la combativité, certes, mais pour plein d'autres notions. Le noble art, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a aussi tout ce qui est martial et il y a aussi le parcours. Donc vraiment, c'est ce que je conseille aux jeunes. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les enfants pour les éveiller. Parce qu'on perd l'essence de nous-mêmes, on perd avec tout ce qu'il y a, les technologies, les tablettes, machin. On n'arrive même plus à fabriquer des trucs avec ses mains, on n'arrive même plus à se regarder, à être à la nature originelle. Et je pense que ces sports-là nous rallient vraiment à tout ça. Et moi, je vais regarder mon iPad. Exactement, on va leur mettre un peu de musique. C'est intéressant.
Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Get busy, donc on est toujours sur Get Busy numéro 12 avec tout le monde, avec Saïd aussi, Tagmaoui, et avec Mounia Moula. Et moi je tiens à rajouter un truc parce que tu vois en ce moment il se passe un truc comme après vraiment presque 20 ans de travail acharné et en essayant de rester près de son éthique et c'est pas simple de faire carrière avec ses valeurs et sa religion et son éducation, tout ça, de nos jours. Mais avec le talent, avec l'acharnement, avec la grâce de Dieu, avec tout ça, tu arrives à passer dans les mailles du filet parce que t'es consistant, en fait. C'est que ça, en fait. Et puis t'as quelque chose à partager aussi avec le monde. Alors voilà, il y a des magies comme ça, il y a des trucs qui littéralement qui s'ouvrent un peu comme Moïse, il a ouvert la mer en deux, quoi. Et donc après il y a le succès qui commence. Alain l'a fait aussi. Il y a le succès qui arrive et qui dit succès dit argent, dit tout ça. Et là tu vois vraiment les gens comment ça fonctionne. Et là on voit aussi toi où t'en es par rapport à tes valeurs. Est-ce que t'es capable de rester toi-même, d'être à la hauteur de tout cela? Parce que c'est un des trucs les plus difficiles à gérer quand tu fais des métiers d'exposition, c'est la notoriété. C'est un truc incompatible avec l'être humain et c'est peut-être le cancer même. Et quand tu commences à croire à ton succès et à tout ça, eh ben c'est le début de la fin presque. Donc c'est comment séparer ces deux personnages, celui que tu as construit qui est ton fonds de commerce et là l'être humain que tu essayes de devenir en chemin. Et c'est vraiment un travail fondamental. C'est pas que d'aller à l'école de cinéma et d'apprendre à jouer, c'est aussi apprendre à être un homme et un être humain. Et ça c'est très compliqué. Il y en a plein qui l'oublient en chemin et du coup le bâton revient dans la gueule et comme un boomerang. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es laissé dépasser? Bien sûr, tu dois tomber pour apprendre à te relever. Comment tu vas apprendre à courir si tu sais pas marcher? Ça fait partie du truc, c'est comment en fait t'apprends. Mais quand tu sais, il y a un truc qui dit dans la vie, tu gagnes ou tu perds. Non, si t'as appris quelque chose de l'échec, t'as pas vraiment perdu. Ça se traduisait par quoi ces moments d'échec, Saïd? Ça se traduisait par quoi concrètement? C'est les moments où t'as eu l'impression de perdre ton âme, ton éthique, de perdre... Non mais attends, pour revenir, attends les gars, juste pour revenir à ça, parce que c'est une parenthèse que je voulais faire. Donc là, en ce moment, il se passe un truc, parce que je suis dans une équipe très solide aux États-Unis. Je vais vous dire, en plus, c'est très simple. Mon secret, on a commencé il y a une 15aine d'années là-bas. Les gens avec qui j'ai commencé, qui n'étaient pas grand monde à l'époque, sont devenus les patrons d'Hollywood. C'est comme si j'étais monté avec une équipe maintenant, c'est eux qui gèrent. Donc c'est pour ça que ça va être difficile et qu'on va être là et qu'on va pouvoir être vraiment présent et qu'on a chacun notre part et qu'on a réussi presque l'irréalisable, c'est-à-dire que tout le monde a réussi à faire son truc à des dimensions incroyables et on est quand même resté soudés et on se renvoie la balle entre nous, on dit tu vois, on avait dit qu'on le faisait, on le fait pour de vrai. Et c'est un miracle qu'un petit run rebeu de France, de cité, c'est un miracle, il tombe avec une équipe de gros tueurs à gages qui vont contrôler Hollywood pendant une Marc, Harry Emmanuel, enfin je ne vais pas citer les noms ici, mais les patrons quoi, de Bonaventura, les vrais patrons du cinéma mondial. Comme ça, s'ils veulent venir à Get Busy, c'est ouvert. Les vrais patrons du cinéma mondial. Pour revenir en arrière, il y a eu le gros... Et ils vont te dire, Saïd, c'est notre petit gars, et c'est un petit rebeu de cité, c'est un petit musulman, c'est un petit mec de street. C'est possible de demander un peu le ressentiment. J'ai la chance de pouvoir rester moi-même pour de vrai avec eux. Alors, possible de le couper. Saïd, excuse-moi, pour revenir en arrière, parce que là, on est super loin. Mais t'as eu ton gros hit, enfin, ton gros hit, c'est pas ton gros hit, le gros hit français avec La Haine qui t'a fait connaître. Et il y a eu quand même un petit backlash, excusez-moi du vandamisme, mais comment expliquer en français? C'est-à-dire que il y a une moitié de l'équipe qui a quand même eu une grosse exposition en France, qui a été reconnue par le cinéma français, qui était invitée plus sur les tapis, qu'une autre moitié de l'équipe qui avait pour point commun d'être un peu plus basanée. Je t'ai entendu, moi je te suis. Ah non, mais de toute façon, je t'ai entendu avoir quelques ressentiments là-dessus, et c'était un peu avant ton départ pour les États-Unis. Peut-être, excuse-moi, d'interpréter ça un peu comme un désappointé par l'accueil français, se dire bah je vais aller voir ceux au-dessus, puisque vous voulez pas vraiment de moi, vous me proposez que des rôles de merde, excuse-moi de dire le truc, que des rôles de dealer, etc. Je vais aller chercher autre chose ailleurs. Cet échec, c'est peut-être sur un échec que t'es parti, que t'es monté dans l'avion, que tu t'es dit je vais aller chercher ailleurs. C'est ce point-là. Comment tu l'as vécu? C'est peut-être la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, donc je peux pas dire que c'est un échec. On va revenir à la boxe. Quand tu sens qu'à l'entraînement, tu peux éventuellement devenir un challenger officiel. Parce que tu t'entraînes et que tu sens que tu as fait des sparring et tout ça, et tu sens que... Mais on te dit non, tu es un sparring partner. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors que tu démontes tous les champions à la salle.
Tu vas aller chercher ton Graal ailleurs. Tu cherches une autre ligue. Et voilà, donc tu vas chercher ailleurs, voir que les gens qui te donnent ce crédit ou ce respect et te donner l'exposition nécessaire pour que ceux qui ne le voyaient pas puissent le voir. Est-ce que tu avais un plan B? Et du coup, quelque part, c'est comme si tu voulais jouer à Nancy au football. Mais Nancy, il te dit non, c'est le banc, c'est bien. Tu iras jouer à Lens. Voilà, à Lens, etc. Et puis d'un coup, il y a Barcelone qui te repère et qui t'offre un contrat. Ah ben Nancy, ils l'ont pas vu. Ben, toi, tu leur as dit, mais ils l'ont pas vu. C'est pas de leur faute automatiquement. Ou alors peut-être c'est. En tout cas, toi, t'as envie d'aller jouer. Toi, t'as envie d'aller jouer à Barcelone. Et puis quand on te donne non, moi, je préfère rester à Lens, mais bon, c'est un choix personnel. Quand on te donne un test, si t'aimes le football, t'as envie de jouer dans la meilleure équipe du monde. Tu l'as organisé ça? T'avais un mentor ou t'avais quelqu'un plus aguerri dans le métier qui t'a guidé là-dessus? Non, c'est venu naturellement avec le temps. En ouvrant un livre, en m'endormant, en réfléchissant sur ma condition, en allant faire un footing, en regardant des films, en lisant des autobiographies, enfin tout ce qui fait qu'à un moment donné, l'information t'arrive et que tu arrives à la convertir à ta réalité à toi. D'ailleurs, et après tu essaies de la transformer en réalité. Est-ce que tu avais un plan B si par hasard ça n'avait pas marché à Hollywood? C'était les braquages de banque, le plan B. D'accord. Ça c'est toujours faisable. C'est-à-dire que toi t'allais devenir ma victime. Mais par contre les braquages de banque c'est un peu moins bon maintenant, c'est un peu moins facile qu'avant. C'est étonnant le flair qu'il a eu sur le côté victime. Mais les mecs m'ont pas vu me donner au Select Team l'autre fois. Mais là d'où je viens, là d'où je viens, non mais il a une bonne tête de banquier. Non mais là d'où je viens, j'ai très vite compris aussi que il y avait la réalité, il y avait le loyer à payer, et puis il y avait la passion de la vie, etc. Et que un vrai bonhomme, avant toute chose, c'est d'aller nourrir sa famille. Donc s'il fallait retourner au charbon, on aurait retourné au charbon. C'est ce qu'on a fait toute notre vie de toute façon. Mais justement, deux choses par rapport à ça. Ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui changent et tout ça, le rapport à l'argent, le rapport à la célébrité, même avec l'entourage et tout ça. Et par rapport aussi à ce que Eros disait par rapport à la haine aussi, parce qu'en plus si on prend l'exemple de La Haine, qui est un film qui traite de la banlieue, quoi qu'en dise son réalisateur, qui nous explique que c'est un film sur les bavures policières, mais le background est un... Mais le réalisateur, il n'est pas très intéressant, voilà. C'est devenu un peu un cliché de lui-même, le pauvre Mathieu. Bref, là, hein. Mais j'aime beaucoup Mathieu. Je le respecte aussi, mais je trouve que c'est un espèce de... Il s'embrouille avec les flics, c'est un grand privilégié de la vie. Oui, mais toi aussi, t'as tes embrouilles. Oui, mais moi, j'ai plein d'embrouilles. Mais pas de souci. Mais je veux dire, quand t'as la chance d'être un privilégié, que Dieu t'a donné la possibilité d'être bien né et de faire des films, sur la banlieue, des sujets qui... et t'entourer de... Maman, come on, please, arrête de... Avec tout le respect que je te dois. Mais justement... Il y a des gens qui souffrent pour de vrai. Honnêtement, merci. Honnêtement, pour La Haine, toi qui étais, a priori, le seul mec vraiment de cité du casting. Le seul mec vraiment qui jouait presque son propre rôle, quelque part. Honnêtement, quel recul tu as sur ce film? Je te parle pas de tout ce que ça t'a ouvert, de tout ce que ça t'a apporté, mais réellement sur le film et ce que ça montrait de la banlieue, ce que ça montrait de l'univers dont toi tu venais. Et bon, avec tout ce qu'on peut dire et redire là, c'est une question. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup à redire. C'est une question très intéressante. Je trouve qu'il y a beaucoup à redire. Le film a été dépassé par son phénomène. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça reste un bon film de cinéma. Parce qu'il y a de la vraie mise en scène, parce qu'il y a des codes de cinéma, parce qu'on respecte quand même, il y a des personnages. Oui, sur la forme, oui. Oui, sur la forme. Ensuite, le social, ça change en permanence. Ça reste un truc qui a été gravé à un moment donné. On a un peu arrêté le temps à ce moment-là, etc. Fait par un mec qui vient pas de là non plus, mais qui a le talent de la mise en scène, qui a la théorie, mais qui a pas vraiment la pratique. Qui a un mec qui vient d'école, tout ça, et qui aime bien le hip-hop, etc. Mais qui connaît le truc sans connaître en profondeur la chose. Mais grâce à la magie, grâce au cinéma, grâce à la technique, grâce à l'écriture, grâce aux acteurs, grâce à toutes ces choses qui fabriquent un film, il se passe des choses qui nous dépassent et qui le dépassent. Donc ça a le mérite d'avoir existé, ça a le mérite d'avoir cristallisé un truc précis, d'avoir ouvert des fenêtres. C'est comme une brique à l'édifice d'un mur. C'est pas plus que ça. Parce qu'on en reparle. Et comme il n'y avait pas beaucoup de briques authentiques, celle-là elle a un côté un peu plus authentique, donc les gens avaient tellement besoin d'avoir vu un film de jeunes fait par des jeunes pour les jeunes. Oui. Après, il y a des films beaucoup plus profonds sur le sujet. Je suis entièrement d'accord. Il y a un côté un peu fashion. Parce que tu as quand même un mec comme Vincent Cassel qui si tu reprends vraiment le film à distance, bon, quand tu viens de là, tu peux voir plein de petits défauts, plein de petits trucs. Mais il y a quand même une forme de... On va dire que ça a fait du bien. Voilà, c'est dans ce sens-là. Tu sais, en anglais, on dit voilà la grande photo, pas la petite photo. Tu vois, le grand truc. Big picture. Voilà. Van Damme, The Big Picture. N'hésite pas. Donc, quand tu vois The Big Picture, c'est quand même quelque chose, malgré la perfection n'existe pas, le masterpiece n'existe pas, à part peut-être Rakim. À part peut-être ce monsieur qui est là. Merci. Tu vois. Et donc, quelque part, c'était comme une petite fenêtre qui allait aider à ouvrir d'autres fenêtres. C'est comme ça que je le prends.
Et par rapport à ce que disait aussi Rose, c'est vrai que concrètement, quand on regarde les bénéficiaires de tout ça, enfin, je dirais même à l'inverse, les deux qui sont restés sur le carreau un peu après, par dépit, ça a été Hubert Koundé et toi. Bah, c'est le noir et l'arabe, tu peux le dire. Exactement. C'est à ça que je voulais en venir. Et tu l'as fait. Attention, remettons les choses dans le contexte, les amis. Remettons les choses dans le contexte. Le cinéma en France, c'est un truc très fermé. Il faut une carte, machin et tout. C'est pour ça que moi, t'as vu, je connais pas. Je suis un mec foncièrement normal. Bon, je veux bien être marrant 2 secondes, mais la séduction, tout ça, c'est un peu difficile. Vincent Cassel, c'est le fils de Jean-Pierre Cassel. On est en France. Jean-Pierre Cassel, c'est une très grande star. C'est le frère de Rocky Squad aussi. C'était une très grande star dans les années. Non mais on peut pas nier, avec tout le respect, et ça n'enlève rien à son talent. On ne peut pas nier que ça aide énormément. Son parrain, c'était Gainsbourg. Bon, c'est pas le même monde. Surtout à l'époque, dans les années 80, etc., ça voulait dire vraiment quelque chose. C'est un des milieux qui est le plus marqué par le concept du fils d'eux. Ça n'enlève rien à son talent et à son parcours, mais il n'a pas été sur les mêmes genoux que nous quand on était petits, quoi. C'est pas le même monde. Bon, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre qu'un père a envie que son fils prenne. C'est normal, c'est humain. Comment vous l'avez vécu, ça Chez Kassovitz, c'est exactement la même chose. C'est pas des gens qui viennent. Il y a des filets en dessous. Nous, il n'y a rien du tout en dessous. C'est do or die. Tu fais ou tu meurs. Maintenant. Ce qui est assez intéressant, Saïd, par rapport à ça. Et en plus, c'est 2 blancs. Tandis qu'il y a Hubert, qui est un mec un peu, si tu as de bonne famille, mais pas de bonne famille, mais qui est pas un Renoir de cité. Qui est un mec un peu, un copain à Mathieu. Et ça se voit beaucoup dans la haine. Ouais, mais grave, bah, je te le dis, c'est pour ça que c'est cool. Mais j'ai un grand amour et un respect pour Hubert. Et je suis sûr que tu comprendras pourquoi. Mais voilà, donc après, et puis c'est la première fois qu'on en parle autant. C'est pour ça que cette émission elle est intéressante. Et c'est pour ça que je voulais vous le donner à vous, pour en revenir à ces trucs d'argent et de demande, et qu'en ce moment, on me renaturalise français. Je suis invité dans tous les trucs, les couvertures de matchs, les machins, parce que c'est l'argent qui les fascine. C'est cette réussite. Pourtant, c'est le même mec. C'est le même mec qui est parti. C'est ce que je leur dis. Pourtant, j'étais là avant et c'était le même talent et le même. Mais maintenant que les autres vous disent que on est nominé je vais être aux Oscars cette année. Et c'est venu avec le travail. Donc il y a un truc qui se passe et d'un coup ça va il n'y a pas de problème, ça fait partie de ce système. C'est pas juste de la récupération. Mais moi mon but c'est objectivement intéressant et fascinant. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à s'extraire d'une réalité délicate ici difficile, un instinct de survie, qui part aux États-Unis, qui fait carrière. À part Jean-Claude Van Damme et toi, on n'en connaît pas deux. Mais mon devoir à moi aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de respectable. Alors je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, mais mon devoir à moi aujourd'hui, avant quoi que ce soit, c'est pas d'aller chez Michel Drucker, avec tout le respect que j'ai pour Michel Drucker. Par contre, d'être chez notre ami de Get Busy, qui a compté pour moi quand j'étais plus jeune, et que je considère que c'est des gens qui devraient avoir beaucoup plus de place, et qu'on est dans une tu me dois beaucoup, et qu'on est dans une époque d'imposture permanente, etc., et de mettre des gens qui ne représentent pas vraiment. C'est terrible ce qui se passe. C'est à chaque fois les mêmes qui gagnent, quoi. Ceux qui ont les petits pistons, ceux qui ont les aides d'État, les machins, les enveloppes, on est aussi responsable de nos échecs. On est aussi responsable de nos échecs. Ça n'empêche que mon devoir à moi, qui a réussi, entre guillemets, avec tout le miracle de la Terre, à passer entre les mailles du filet, c'est pas de me mettre, c'est de dire ok les gars, ça me parle et ça c'est intéressant et là on va pouvoir débattre et peut-être qu'on va pouvoir avancer. Et c'est reconnaître aussi nos pairs, avec le respect, et c'est prendre le temps de venir. Mais on s'en fout de savoir combien il y a d'auditeurs puisqu'on a nos propres médias aujourd'hui. Et on a des millions qui nous suivent. On s'en fout puisque entre nous sur la table, il y a 6 degrés. Alors c'est pas diffusé encore. Mais non, mais il y a 6 degrés de séparation entre nous tous. Dans l'histoire d'Internet. Il y a 6 degrés de séparation entre nous tous. Et entre nous tous à la table, on touche tout le monde si ça les intéresse ou pas. Mais au moins, on peut proposer autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent en France, quand on a un artiste français qui va faire un film aux États-Unis, comme par exemple ça a été le cas de Mélanie Laurent qui joue dans le Tarantino le plus mauvais, tu vois, on mobilise en disant genre allez, tout le pays derrière, tu vois, c'est un peu ça. Alors que toi, tu as une carrière aux États-Unis. Ou de Marion Cotillard qui joue la mort la plus mauvaise. Tu vois ce genre de truc. Le dernier c'était Jean Dujardin. Toi t'as une carrière aux États-Unis et il y a seulement maintenant qu'on vient de dire ah oui, Saïd Taghmaoui, vous vous rappelez, il jouait dans La Haine et ben finalement il a une carrière aux États-Unis. Ouais mais ils font ça avec tout le monde. Dès qu'il y a un film qui sort ou qu'une Française ou qu'un Français arrive à faire un film aux États-Unis parce qu'il a eu un gros succès ou que ça découle de, parce que tu sais quand t'es là, le temps que tu redescends ou alors tu décides de remonter, bah tu bénéficies encore de ton succès, donc tu vas avoir une propos ou deux. Mais c'est pas là où on voit un vrai mec, c'est sur les autres, c'est la carrière, ça prend du temps. C'est comme un cinéaste, un mec qui fait son premier film et qui le réussit, c'est presque normal, puisqu'il a mis 25 ans ou 27 ans à le faire, puisque c'est son premier film. C'est au 2e ou 3e film que tu vois si quelqu'un a quelque chose à partager.
Et il n'y a pas beaucoup de Stanley Kubrick sur la planète. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'entertainment, il y a le cinéma qu'on mange, et il y a le cinéma qu'on regarde et qu'on apprécie, et qu'on peut revoir. Et voilà, il y a un monde entre champion, super champion et légende. Il n'y a que des légendes ici. Et il y a vraiment une catégorie comme ça. Calzone voulait dire quelque chose. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression. Calzone, je m'excuse de te prêter l'histoire du micro. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. D'accord, très bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien comme ça. Voilà, là, c'est bien, t'es parfait. D'accord. Vas-y, lâche-toi. C'est surtout en regardant un petit peu les interviews que tu as données et tout ça, j'ai l'impression qu'il y avait un rendez-vous manqué avec le cinéma français. Mais mon frère, c'est pas que le cinéma, c'est un rendez-vous avec toutes quelques générations françaises. Parce que t'en parles en bien, quoi. C'est-à-dire que. Mais j'adore le cinéma français, j'adore la France. Mais le problème, c'est qu'on nous demande de nous intégrer à 100%, mais on nous considère à 30% en permanence. Regarde ces histoires de voile en permanence, moi qui voyage à travers le monde. Je reviens de Londres, tu passes la douane, la dame qui te demande ton passeport et qui est calibré et qui représente l'État anglais, elle a un foulard sur la tête. Ouais, mais on parle de l'acteur, en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, t'as un bon acteur. Mais c'est un tout, puisque le cinéma ou le théâtre, c'est que le miroir de la société. Donc c'est une continuité, tout est un ensemble. Donc en fait, on nous prend la tête avec des foulards, mais que t'aies envie de manger halal, kasher, ou envie de te mettre une plume dans le cul pour ressembler à un oiseau exotique. Toi qui voulais te mettre une plume dans le cul. Non mais tant que t'obliges personne à le faire, mais fais ta vie, fais ton truc. Mais nous, on est en permanence en train de nous diviser pour que des politiciens médiocres puissent continuer à payer leurs notes de frais, leurs chauffeurs et leur maison. Et c'est en permanence comme ça. Et en attendant, le pays n'avance pas et donc le monde entier avance. Faire du cinéma français. Et donc c'est un rendez-vous manqué, pas avec moi, puisque moi j'ai trouvé mon truc. C'est un rendez-vous manqué avec une génération, avec 3 générations, avec toute l'immigration plurielle, mon ami. C'est ça le vrai rendez-vous manqué. C'est pas avec moi, puisque moi, grâce à Dieu, j'ai trouvé une façon de reconquérir mon destin. En tout cas, de me donner les moyens de le faire, quoi. Attends, elle a demandé une passe décisive. Donc ça va au-delà de l'acting, parce que faire juste des films, c'est un truc que j'ai la chance de pouvoir faire. La madame veut parler. Maintenant, c'est comment on fait avancer les choses. Comment on se sert du cinéma, comment on se sert du succès, entre guillemets, de la lumière qu'on a pour être ici et pas pour être là-bas. Et de se dire, ok, comment on fait avancer les choses. Parce qu'au niveau du confort de vie, je peux m'arrêter demain. T'as une préférence par rapport au cinéma américain que le cinéma français ? J'ai une préférence par rapport à la vérité, à l'honnêteté. Tu trouves que le cinéma américain est plus honnête que le cinéma français ? C'est beaucoup plus vaste. Et que du coup, t'as plus le choix. Ici, t'as pas le choix. Ici, les dés sont bipés d'avance. Il y a peu de production, moins qu'aux États-Unis, mais autrement, au niveau du choix, ça suffit. Au niveau du jeu d'acteur, il y a quand même plus de choix que dans des films d'action. Ça suffit, c'est la première fois qu'on te ramène, c'est la dernière. Non, mais il y a de plans que dirigés dans les films d'action. Pas que des films d'action, c'est très vaste. Non, c'est tout le cinéma. Ceci dit, Saïd, t'as réussi à faire le grand écart quand même ici. T'as réussi à... Parce que peu d'acteurs ont fait, et ce qui se reproduira jamais. Bah Jean-Claude, je veux dire. Tu as réussi à jouer à la fois dans le film d'Alain Soral et dans un film d'Elie Chouraki. Extraordinaire, tu vois. Ça, c'est un putain de grand écart. Tu vois ? Et j'assume les 2 films et j'en suis très fier des 2. Non, revenons à Mounia qui. Et si je peux faire un pont entre les 2, je serais le plus heureux du monde pour qu'ils puissent se rencontrer. C'est ça l'idée. Alors là, t'es très 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 ambitieux. Moi, je veux bien. Alors là, je veux bien qu'ils me marchent dessus pour qu'essayer de. Je veux bien faire le tapis pour essayer de les faire. Au niveau des effets spéciaux, il y a que Lucasfilm qui peut réaliser ça. C'est au moins Hollywood en budget. Ouais, donc le cinéma français. Attends, Mounia voulait parler. Oui. Alors, le cinéma. Tu abondais dans le sens de Saïd. En tout cas, tu avais l'air de dire que pour toi, ta destinée, c'est jamais conjugué avec le cinéma français. Bah, c'est pas. Moi, j'ai toujours voulu jouer. Hein. C'était même avant même de faire le sport, tout tralala. C'était jouer. Mais. Tu pouvais pas envisager ça. Non. Parce que c'est des métiers qui n'étaient pas faits pour nous. Écoute, je vais te raconter un truc. D'un copain et tu pouvais mourir au bout de 10 minutes du film. C'est même pas ça le pire. Déjà, regarde, moi j'arrive. En plus, toi, tu traînais même pas aux abesses. Non, mais moi, écoute, j'étais un petit peu partout, un peu. Non, c'est un peu plus. Ouais, j'étais un petit peu comme Daredevil, tu vois, un peu sur les toits, j'observe un peu tout le monde. Non, mais c'est pas ça. C'est déjà, j'arrive en France, je vais passer, je sais pas, un casting pour être, voilà, un truc de cascade, truc de. Danseuse, parce que j'ai fait aussi partie d'un groupe de danse, on était au théâtre, donc en fait c'est vrai, j'ai vraiment touché plein de choses et j'ai vraiment développé, j'ai eu des expériences qui m'ont permis de confirmer des acquis. Voilà, donc très vite, moi je suis une éponge, j'ai appris très vite plein de choses en même temps. Là, demain j'arrive pour un casting, en acting, ils vont dire voilà, recherche, nanana, ok d'accord, j'y vais.
Ils vont me dire, mais mademoiselle, alors déjà, vous êtes cascadeuse, vous êtes bodyguard, vous êtes coach, vous travaillez avec même Mike Tyson, vous êtes machin, vous êtes boxeuse, vous êtes danseuse, c'est impossible. Vous pouvez pas être comédienne, vous pouvez pas être... Voilà, c'est pas possible en fait. Donc en France... Alors que caissière... Non, c'est pas ça. J'ai eu un film aux États-Unis. Tu es né pour être une caissière. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils m'ont appelé même aux États-Unis. Ils m'ont fait un visa. Ils m'ont fait venir au States pour bosser là-bas en tant que parcours sur un film à New York et tout. Donc j'avais un visa de travail de O1 pour 3 ans. Je suis même pas restée 2 mois. Les opportunités, mais j'ai rien demandé à personne, quoi. Et c'était ouvert. Les gens... C'est qu'en vérité, le marché des films d'action, Mounia, ici en France, il est restreint à peau de chagrin, grosso modo, à part... Non, alors déjà, c'est même Luc pas Besson que qui, à un moment, a investi mais pourquoi, ce domaine-là. À part Luc Besson, il y a plein de super réalisateurs qui font des trucs extraordinaires. Sans aucun doute. On leur laisse pas la chance, parce que, c'est vrai, il faut le dire, c'est une petite famille. Je coach des acteurs. Je coach vraiment des acteurs connus, américains, français. Je les coach. Je vois, c'est mes potes. On devient très vite potes parce que c'est... Voilà. Donc au final, ces gens-là... Oui, aussi, je l'ai... Pour faire des cascades à Gaspard. Non, mais par exemple, Roche Dizem aussi. Roche Dizem, c'est un ami, c'est quelqu'un de super. Bon, je le coach, on fait... Et en fait, tout ça, ça m'a amené le côté cinéma, mais ce qu'il en est réellement. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est pas que j'ai pas envie de rentrer dedans, c'est qu'en France, je prends pas cette bataille, en fait. Mais peut-être que je vais partir, je vais retourner aux États-Unis bientôt. J'ai été en Asie, en Indonésie, il y a des trucs super en Asie, il y a une vraie ouverture d'esprit que à chaque fois que je voyage, parce que c'est un kiff, là, pour moi, dans la vie, quand je reviens en France, c'est de pire en pire. Ils ont des œillères, c'est pire, ça régresse, et c'est mort, quoi. Heureusement que tu portes pas le voile. Hein. Mais t'es quelqu'un d'accompli dans ton domaine, les cascades, le parcours et autres, mais peut-être que tu as aussi tes preuves à faire concrètement en tant qu'actrice, que la transition vers laquelle là tu veux aller, absolument, elle va te demander aussi de pouvoir prouver que tu peux l'assumer. Mais c'est ce que je fais, mais en fait, je n'attends rien de personne. Je le fais de mon côté. Là, voilà, je suis au théâtre au mois de juin, je fais des trucs. En plus, j'ai repris la boxe, je combat au mois de mai aussi, en boxe taille. Enfin, voilà, on peut conjuguer plusieurs choses. Tu continues à combattre quand tu veux faire de l'acting, mais tu prends des risques. Tu prends un mauvais coup. Non, c'est pas... Non, c'est compatible. Oui, bien sûr. Mais je peux tomber là tout à l'heure, glisser, me péter la gueule. Tu vois, c'est là où tout réside l'intérêt. Non, mais par rapport au fait, David, que tu disais qu'il faut faire ses preuves. Oui, c'est là où tu as cette adrénaline qui te donne envie de te lever le matin. C'est dingue, mais c'est comme ça, c'est fou. Même mon dentiste, il m'a pris la tête avec ça. Il faut faire ses preuves. J'ai cassé 3 dents, tu vois. En France, parfois, on n'hésite pas à nous refiler des piètres actrices en nous disant aussi que c'est des chanteuses magnifiques et tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, les gens qui ont du talent pour tout faire, parce qu'il en existe, on nous refourque toujours les mêmes impostures à toutes les sauces, quoi. C'est ça, c'est vrai, ça. Mais grave. J'ai une thématique autour de cela. On va faire une comment on appelle ça là, une séquence les imposteurs en poster. Ouais, mais là, on va pas être d'accord. Vous devriez tu vois, faire ce truc-là, 10 minutes, les imposteurs en poster. Ça fait tellement... Je trouve qu'il y en a beaucoup. Oui, moi, il y a une question que je voulais te poser, Mounia, comme du fait que tu as fait beaucoup de cascades. Est-ce que c'est pas un peu gênant, entre guillemets, d'avoir ce rôle un peu ingrat ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas vraiment qui tu es, mais ça participe vraiment à certaines scènes clés du film. Des cascades, on va retenir des scènes avec des cascades, mais on ne sait pas forcément qui les a faites. En France, nous, par exemple, en tout cas notre génération, pendant des années, les cascades étaient faites par Rémi Julien. Les cascades mécaniques. Ouais, voilà, mais c'était le seul nom qu'on connaissait, tu vois, Rémi Julien. En même temps, c'est un des plus grands, Rémi. Ces voitures coupées en deux, mais tout ce qui est mécanique, c'est Rémi Julien, il est demandé même dans le monde entier, certes. Après, en physique, c'est autre chose. Dans certains films, dans la scène, on le reconnaissait, on coupait pas, on retournait pas, on laissait quand même Rémi Julien. C'est pas pareil. Et voilà, c'est un truc, les cascadeurs sont pas forcément mis en avant. Bah non, on est derrière la caméra, enfin dans le sens où... Mais j'ai envie de dire que c'est le jeu de départ. Enfin, je veux dire, ça trompe personne. T'es cascadeur, tu dois doubler quelqu'un ou faire des cascades. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on connaît peu de cascadeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, de stars, tu veux dire cascadeurs stars. Je vais répondre à ta question. Non, je trouve pas ça gênant, parce que de toute façon, moi, voilà, être devant la caméra, c'est un rêve. Après, c'est le côté exactement notoriété, etc., qui peut être très difficile à gérer. Et je pense que j'ai fait confiance à la vie en me disant que si ça m'arrive, subhanallah, ce sera au meilleur moment pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai 34 ans, je commence dans le cinéma, mais même si je dois faire un truc dans quelques années, peu importe, je sais que j'aurai la maturité et en tout cas l'expérience acquise
pour pouvoir arriver là. Donc la cascade, je l'ai choisie parce que c'est ce que j'aimais faire. C'était pas pour briller, c'était pour moi-même me dire purée, c'est génial, je kiffe ma life. Parce que dans quel sens ? Parce que je fais quelque chose que j'aime. Moi, tant que j'ai l'envie, j'y vais. Si un jour j'ai plus l'envie, je ne peux pas. J'ai essayé de bosser comme tout le monde, franchement, je peux pas. C'est aller contre un truc en moi que je peux pas cautionner, même tout ce qui est système, société, tout ça. Voilà, je suis une grosse indignée. J'écris des textes. Attends, je dessine, je grave. Quand je suis chez moi, c'est ma grotte, c'est mon monde, et j'en sors pour faire des choses constructives. Voilà, je vais choisir ce que je fais. Mais pour le coup, c'est pas gênant parce que le travail, comme on dit à la Wa'alem, c'est tant que moi je sais ce que j'ai fait et que je suis fière de ce que j'ai fait. C'est tout ce qui compte pour moi en fait. J'ai pas besoin de. Bon, par ailleurs, j'ai pas besoin de dire ouais, c'est moi. Franchement, je vais dire un truc. Regarde. C'est une profession qui est reconnue dans le métier, tu vois, comme éclairagiste ou un truc comme ça. Oui, quand j'ai commencé la cascade jusqu'à aujourd'hui. Un éclairagiste au lieu de faire attends, vas-y, fini. Jean-Pierre Michel. Eh ben voilà, ça, éclairagiste. C'est pas de loin là. T'as déjà été blessé sur des tournages ? Il y a des prix. Non, jamais. Jamais. T'as déjà vu des accidents graves ? Non, franchement, T'es toujours tombé sur la bonne production avec les bonnes sécu, etc. C'est surtout que c'est toi, si tu marches avec toi-même et que tu sais ce que tu fais, parce qu'on n'est pas des kamikazes, faut tout contrôler, faut tout maîtriser. Jamais accepter un job où tu sais pas sûr si tu vas pouvoir faire le truc. Tu as déjà refusé certaines cascades ? Donc, ouais, bien sûr. Une fois, il y avait une chute de 25 mètres, je crois. Oui, tu décrivais une scène, je crois, en Hongrie. Je ne sais pas si c'était en Hongrie ou dans un pays de l'Est. Ouais. Pendant l'un de tes tournages où ils t'ont fait patienter toute la journée. En Ukraine. En Ukraine, voilà. Ouais. Où tu abordais finalement ta scène avec beaucoup de risques pris à la limite du raisonnable. C'est surtout qu'on n'était pas préservés. C'était pour du parcours, encore une fois de plus. Il n'y avait pas de câblage, il n'y avait rien. Et c'était des conditions difficiles, donc c'était un tournage qui s'est fait sur 2 jours, qu'on a fait une grosse journée de répétition avec Damien Walters, qui est un des cascadeurs les plus connus, et voilà, très 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 bon. Et du coup, on m'a fait galérer, peut-être 15-16 heures dans le froid, avant d'aller taper des actions qui étaient extrêmement dangereuses. À 8 mètres du sol, avec des containers qui étaient espacés, un truc de malade. Il n'y a pas de sécu, il n'y a rien. Si tu tombes, tu tombes. En dessous, il y a 2 jeeps qui passent. Bon, tu demandes combien dans le noir, à 5 heures du matin. Non, en fait, c'est là où intervient sa propre responsabilité. Si tu acceptes le job pour la maille, vas-y, tu vas payer toute ta vie. Moi, je me suis dit, je vais le faire parce que... Voilà. Par contre, je vais y aller avec mes conditions. Je sais, je suis professionnelle, c'est mon travail. Donc là, je sais que ça représente des risques. Donc les gars, vous allez m'assurer. Ok, moi, si je m'avance, je vais faire ce saut, je vais le faire. Quoi qu'il en arrivera, ce sera ma responsabilité. Maintenant, en tant que stunt coordinateur, il y en a, ils font pas leur job. Donc, je refuse du travail parce qu'il y en a qui font pas leur job. Et j'en ai rien à faire. Il faut pouvoir le faire. Et Saïd, il l'a fait à une époque, il a rappé. On s'écoute un morceau. On va écouter Saïd qui rappe. C'est à moi là ? Ok, alors attends. Alors ça fait ça. Mais t'es sûr que c'est à moi là ? Hein ? Quoi ? Non mais j'entends rien du tout. Et moi ? Et ça fait 1 heure que j'attends là. C'est quoi ce délire ? Je pensais qu'on pouvait s'exprimer. Quoi ? Je reviens sur 3 ? Je vais te péter la gueule. On verra ça. Get Busy Show numéro 12 qui continue avec Saïd et ex-rappeur. Voilà, alors on a entendu un morceau, c'est parce que je faisais référence tout à l'heure que je t'ai présenté comme la bouclette sur ta tête. Petite carrière de rappeur en tout cas, pour ceux qui connaissent, sur les 2 volumes de l'Underground s'exprime d'Assassin. Le volume 2, le volume 3, le volume 2 t'ambiançais un petit peu au départ. En fait, tu réclamais ta place et puis elle arrivait jamais. En fait, au fin du morceau, tu arrivais. Donc il te donnait rendez-vous sur le prochain morceau. Et sur le prochain morceau, donc tu avais ce couplet sous le nom d'Erwan. Erwan, exactement. Son nom de Tiger. Mon nom de Tiger, parce qu'il y a aussi ici une vraie légende du graffiti. J'ai nommé Eros. Eros. Non mais attention, parce qu'il y a toute une histoire dans le hip-hop que les jeunes malheureusement ne connaissent pas. Et c'est très difficile d'imaginer les arbres sans racines. Et il y a une des racines qui est là, en tout cas, qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune et qui avait un talent incroyable mais vrai et qui était. De près, il a pris un peu de round-up la racine. Il faisait partie de. Il y avait. Tu sais, en anglais, il y a un truc qui dit. Arrête, il est humble, il aime pas qu'on le flatte. Mais on le recevra dans une prochaine
prochaine émission. Il y a un truc qui dit, il y a un truc qui dit that there is some level to the shit. J'assume mon côté. There is some level to the shit. Et il faisait partie de ces gens qui avaient un talent et qui étaient un peu plus avancés que les autres et qui nous a beaucoup inspiré. Donc, et comme on dit, avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est pas l'heure. Un grand respect à Eros. Faut pas en avoir. Et oui, j'ai rappé un petit peu parce que je faisais partie de ce collectif. J'étais plus dans le graffiti. Et puis, tu sais, Eros, on se voyait souvent à l'époque. Et chacun a eu sa petite période, son truc. Mais j'ai été un vrai tagueur avec mon marqueur, avec les caleçons éclatés, avec les clés du métro, avec les stations, avec les rendez-vous à Picpus. Enfin, on a tout fait. Quand il s'agit du graffiti, j'ai vécu vraiment la période la plus... L'âge d'or. L'âge d'or, la plus noble. Mais par rapport Stalingrad, d'Enfer Rochereau, enfin tous ces trucs, toute cette époque de dingue, les katas, enfin tout quoi. Et j'étais fasciné par tout ça et je venais de banlieue et c'était Paris, il y avait un côté un peu élitiste, c'était pas évident d'accéder à tout ça, il y avait beaucoup de snobisme et tout à l'époque, mais on s'accrochait parce que voilà quoi, c'était un truc qui me parlait et ouais, c'est une... Ce qui t'a fait traîner avec des rappeurs. Ouais, c'est comme ça qu'après tu rebondis sur un truc, mais moi là-bas je suis un mec de cité et en fait on est les premiers mecs de cité qui ont commencé à amener le hip-hop et à monter sur Paris et à revenir avec des jeans larges, etc., qu'on était obligé de changer avant d'arriver à la cité. Parce que les mecs n'étaient pas encore prêts, tout ça, et c'était des Zoulous. On était des Zoulous. Ouais, et la culture de cité, c'était une autre culture. Mon grand frère et tout. Moi, je me souviens, la première fois qu'on a ramené les 501 noirs, on s'est fait chambrer. Ah ouais, c'était chaud, ouais. Et ça n'avait rien à voir. Alors, il y avait une culture de tap, de mecs, de funk, de soul. Il y avait même une collection de disques très, très rares, etc. Mais il y avait un peu de reggae. Il y avait quelques chelous en cité qui partent, mais c'était encore accepté. Mais le hip-hop, c'était très, très mal accepté. C'était des Antillais, c'était normal. C'était très, très mal accepté au début. Et ça a été très, les Blancs à l'Ox, parlons-en. Et justement... Moi, je suis un des premiers rebeux de cité, vraiment, avec la culture de cité, avec mes grands frères de cité, etc. Et à être un peu chelou, quoi. C'est-à-dire, même les mecs de mon âge, à la thèse qui étaient dans d'autres business, etc. Et ils me disaient, tiens, il y a le chelou qui arrive encore. Ouais, c'est quoi ces baskets? Ouais, c'est même pas que ces baskets, c'est quoi ce style, c'est quoi son truc. Mais toi, t'es un Américain, toi, c'est quoi ton truc? Ça va passer, c'est une mode. Et grâce à Dieu, le hip-hop en France, il a été perdu à un moment donné, c'était compliqué. Là, je trouve qu'il a une vraie identité de cité. Ils ont réussi à s'approprier les codes et grâce à la littérature française et tout ça, il commence à y avoir des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et toi, c'est qui t'a mis en studio? Parce que je pense pas que tu y étais de ton plein gré. C'est parce que j'étais avec Assassin tout le temps, on était en tournée, je travaillais avec eux, je m'occupais de vendre les t-shirts, on était un collectif, donc tu faisais tout ce qu'il y avait à faire et t'étais content d'être là, juste d'exister quoi. C'était une chance incroyable pour moi de pouvoir être avec Squat, avec Solo, avec tous ces mecs de l'époque, Te Col, Demo, tout ça, traîner un peu avec tous ces légendes et ces gens qui étaient en avance sur nous. Et t'apprenais, c'était l'école ultime. Et j'ai fait 3 tournées avec Assassin à travers la France, le monde. Et donc après, tu commences à gratter un truc, on collait les affiches le soir. Enfin, c'était incroyable quoi, on a vécu tout ça, tu vois. Et vraiment, il y avait tous ces mecs-là, tu vois. T'es de la première génération Assassin. Ouais, première génération. Je crois que les premiers trucs, c'est 91, tu vois. Avec Assassin. Avec Clyde et tout ça. Ouais, Clyde, il était déjà là. Il y avait D-Fly, il y avait plein de gens. Il y avait Stuffy aussi d'à côté. Il y avait tous ces gens-là, toute cette espèce de gens qui... Il y avait 2 clans après, ça s'est séparé. C'était un clan qui s'est séparé en 2 clans. Après, il y a eu un clash entre NTM et Assassin. Et ça s'est littéralement séparé. Et moi, j'étais avec Assassin, donc j'ai laissé un petit peu tout ce qui était... Alors que j'étais du 93, mais j'étais très fidèle. Et j'aurais pu aussi basculer de l'autre côté, mais ça s'est pas fait, parce qu'il y avait plein de gens en commun, etc. Et chacun a vécu sa petite histoire dans le hip-hop avec certaines personnes qui étaient connectées à d'autres mais qui se connaissaient pas. Enfin, c'est des petites poches comme ça. Et puis le temps définit un peu mieux les choses. On voit qui faisait quoi, etc. Et avec Facebook, c'est incroyable aussi. Il y a plein de gens qui se retrouvent, etc. Et j'apprends. Malheureusement. Des fois, malheureusement. Tu vois, justement, là, ça dépend. Tu parlais de la culture de cité, des fringues et tout ça, le petit choc qu'il y avait entre les anciens trucs. Et toi, tu as une autre de ces passions, c'est un peu ce retour en arrière. Tu collectionnes Taquini, LS, Fila. Ouais. C'est une passion qu'on a en commun. Ouais, Fila, ouais, toi, t'es alors là, le roi Fila, c'est pété comme marque. Ça revient, Fila. Tu te lèves et tu sors. Non, mais je sais que toi aussi, t'es un mordu de Fila, et en particulier Fila, et t'as une grosse collection de Fila aussi. Parce que ça, quelque part, c'est de la mémoire aussi. Ouais, c'est le devoir de mémoire, pour aller plus loin. C'est même pas la mémoire. Le mémorial. Eh ouais, bande de cons. Le mémorial du Polo Borg. Lui s'habille en Quechua. Alors, je t'explique rapidement mon rapport à tout ça. C'est mon seul t-shirt, c'est toi qui me l'as offert. Ouais. Est-ce que si quelque part, c'est aujourd'hui que tu as les moyens, c'est rattraper un truc? Bien sûr. Une frustration. J'allais commencer comme ça. Quand j'étais plus petit, on était très pauvres. Et quand on était très pauvres, je vais chialer. On avait envie de trucs qu'on pouvait pas avoir.
Et en l'occurrence, à l'époque, il fallait, tu vois, même si les mecs en cité, ils avaient un Lacoste, c'était parce qu'il y avait tellement rien. C'est un peu comme les Renault aux États-Unis avec leur chaîne en or et leur truc. Tu comprendras pas tant que t'as pas été vraiment vivre avec eux dans le ghetto là-bas. C'est pas un truc de beufelin en fait. C'est parce qu'il y a tellement rien qu'il y a maintenant, je vais vivre 15 minutes de bonheur. Et je te montre mon truc parce qu'il y a rien. Et c'est tellement la zermie et que sur le papier, j'avais zéro chance d'avoir ça. Donc en fait, j'arrache un bout de bonheur de vie, entre guillemets. Ça va durer 15 minutes, ça va durer 1 an ou 2, mais je te le montre. Alors que nous, on croyait que c'était de la beufelan, etc. C'est plus complexe que ça. Après, il y a toute cette génération de mecs un peu bizarres là, qui n'ont pas vraiment le vécu. C'est pour ça que moi, le vécu est très important. C'est pour ça que c'est important que tu vois quelqu'un qui soit même un peu moins talentueux, mais qui soit plus authentique. Ça me touche beaucoup plus qu'un mec qui a beaucoup de talent, mais qui a pas de vécu et que c'est du mytho. Et que, pour ce qui est des chaînes, ça me saoule un peu. Pour ce qui est des chaînes, c'est que les mecs n'ont pas de compte en banque et ils sont obligés de mettre leur argent quelque part. Voilà, c'est un peu comme ça. Il y a tout ça qui rentre en compte. Et étant grandi comme ça, prolo comme ça, et il y avait toutes ces marques, tous ces trucs, et j'avais des grands frères et tout, et mes grands frères faisaient leurs trucs et tout ça, et très vite, quand c'était le Noël, eh ben t'avais un taquini. Et taquini, c'était le truc ultime dans ma culture. Mais l'ultime, ça veut dire je m'en foutais des marques de Pierre Cardin, de machin. C'était taquini, c'était Lacoste, c'était nos trucs à nous de Attention, jeunes, Pierre Cardin, l'erreur Tistilly, il portait du Pierre Cardin. Bien sûr. Après, oui, effectivement. Du Bali, du Pierre Cardin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait plein d'autres marques que je m'en foutais, mais voilà, c'était ma culture, c'était ma référence, et pour moi, le summum du summum, c'était ça. Et je m'en foutais du reste. Et donc, tout ce que t'as pas eu, en fait, tu rattrapes tes rêves, quoi. Et donc, très très tôt, ce qui est fou, c'est que j'ai commencé très très tôt. J'ai récupéré tous les taquinis des gens que je connaissais, même de Solo, de tout ça, ils se rendaient pas compte en fait. Moi je prenais, j'achetais à 50 balles ce que je voulais comme ça. Et tout doucement j'avais commencé à stocker. Très vite, avec les gens, les voyages, partout où j'allais, je prenais un peu de temps pour aller chercher. Et ça s'est développé aussi très naturellement. Et je me suis retrouvé avec une collection où cette pièce ne suffirait pas pour y mettre tout. Mais moi c'est pas que Fila. Ouais, c'est Taquini, Fila, LS. Ça, c'est les 3 marques ultimes pour moi de l'époque. Ensuite, il y a plein de trucs à côté. Il y a des Cheruti, il y a des trucs comme ça, il y a eu des petites poches comme ça à des moments. Les Cheruti à l'époque, les survêtements Cheruti, on les trouvait à Place Clichy. Exactement. Dans ce magasin là, pas très loin, là, discret, à côté du cinéma là. Et là, le rare magasin qui était pas loin où on trouvait les premières filas, c'était chez Loïc Sport. Parce qu'il fallait, Loïc Sport. Il a raison. Parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, parlez pas avec nous vous deux. Dégagez tous. À l'époque, quand t'avais le plan. Rien que d'avoir le plan du magasin, c'était presque. Parle de trucs d'hommes avec Mouliane, on part. L'échanger contre de l'or. De savoir où il y avait cette paire de pompes et où aller trouver ce survêtement, c'était déjà une information qui valait de l'or. Quand on dit le nerf de la guerre, c'est l'info, je peux t'assurer que si tu savais, tu la donnais pas à tout le monde. Et effectivement, tout doucement, j'ai développé une collection assez incroyable. Parce qu'après, je suis devenu un peu fou. Et comme tu as vu, j'ai un budget illimité, donc ça partait dans tous les sens. Fou, toi. Tu vois, et j'ai développé un truc. Et c'est vrai que. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il y a des rappeurs comme Abdel Karim, mais son nom de scène, c'est Lefa, de la section d'assaut. J'aime bien en plus comment il écrit et tout. Et ben, il sait que j'ai une collection, il vient et il me demande de lui prêter 5 survêtements vraiment classiques, incroyables pour son clip. Et là, d'un coup, il aura les vrais. Parce qu'attention, dans les collections, il n'y a pas de réédition. Jamais. Ça n'existe pas, il faut que ce soit l'authentique. On a l'impression que c'est des diggers de disques, c'est pareil. Ah ouais, non, c'est impossible. C'est similaire. Mais ça, c'est un truc de passionné. Ouais, c'est un truc qu'on peut pas comprendre. Un truc de passionné, c'est un truc de Moi, j'ai fait 150 km pour aller chercher un survêtement. Ça m'arrive plein de fois de faire 150 km pour aller chercher une veste de survêt ou alors un pull, un truc, un machin, tu vois. Et je stocke et des fois, il m'arrive de m'arrêter et d'ouvrir le truc et de me balader dans le truc. Et je vois les époques et je vois certains grands de mon quartier et je vois des légendes et je vois l'histoire et je vois B.I.G. et je vois Cool J-Rap et je vois tous ces gens qui m'ont inspiré et je vois Eric B. and Rakim et je vois EPMD et je vois Cool Modi et je vois tous ces gens qui m'ont inspiré de ouf et je vois Björn Borg, je vois McEnroe, je vois les grands de mon quartier, je vois les légendes de certains quartiers, je vois toute cette culture. Je vois toute cette culture. Non mais c'est vrai, je te parle sincèrement. Je te jure, il y a aucun, ça me fait plus kiffer. Non mais tu donnes envie carrément d'acheter du fil. Aujourd'hui, par exemple, en venant, j'ai reçu, parce que j'ai plein de réseaux à travers le monde. J'ai au moins 5-6 personnes à travers le monde qui cherchent pour moi. On parle. Parce qu'un jour, je ferai un petit musée de tout ça, avec l'histoire, tu vois. Il y a un truc dont il faut qu'on parle hors antenne. Je ferai un petit musée, parce que j'ai vraiment des pièces incroyables. J'ai vraiment des pièces incroyables et je te jure qu'un jour j'en ferai un petit musée. Et aujourd'hui, en venant, je vais te montrer le message, j'ai reçu, parce que j'ai des antennes, c'est un truc de networking, non en Italie, en Roumanie, en Angleterre, un peu partout.
Tu vois où je suis passé, j'ai développé des rapports avec les gens. Tu leur donnes un vrai billet, comme ça ils comprennent que c'est sérieux et que quand ils ont une pièce, ils t'appellent. Ouais, mais en Roumanie, tu donnes des billets. Tu corromps un peu, tu les corromps un peu, tu vois, un peu de corruption. Il se fait gifler quand même. Et là, on m'a envoyé un message juste avant de rentrer en me disant Saïd, j'ai genre 5 nouvelles pièces de dingue, etc. C'est un peu cher, mais et je vais te les montrer. Du moins, je vais pas te les montrer. Il va m'envoyer les photos, je crois qu'il me les a déjà envoyées, on verra. Voilà ton invité. Mais ça m'excite presque plus que d'aller faire un truc, un rendez-vous galant. C'est au même level que les plus grands kiffs que j'ai dans la vie. Tu vois, j'aime bien les voitures, j'aime bien les monstres, j'aime bien l'aventure, j'aime bien... par exemple, j'ai passé mon brevet d'hélicoptère. J'ai mis 4 ans et je l'ai eu. Et ma prochaine étape, c'est d'avoir mon hélico et de décoller de chez moi. C'est de rentrer dans la défense. Chercher un survêt, moi, tiens. Et partout, je reçois des appels de Roumanie qui me disent qu'il y a un hélicoptère à vendre. Voilà. Non mais sérieux, je me fais mes délires de tout ce que j'aurais aimé avoir plus tôt et que j'ai pas, et j'essaye de le reproduire. Et passer son brevet d'hélicoptère, c'est 4 ans, avec 4 ans d'instruction, de vol, et dans 4 pays différents, parce que tu essayes de faire tes heures de vol, etc. Et je l'ai eu l'année dernière à Saint-Tropez. J'ai passé mon dernier test. Je l'ai eu. T'as pu survoler la Madrague alors. Tous les jours, ça c'est là où je m'entraînais. Une transition acrobatique dont elle fait. Attends, mais on est allé loin là quand même. Toi, Mounien, lui collectionne les serrures de filage, toi qui collectionne les porte-clés. Il est con celui-là. Putain, je suis démasqué. Toi qui vas chercher jusqu'en Asie des porte-clés. Lui, il a un esprit, Merde. c'est incroyable. Il faut qu'on y arrive. Et toi, Ouais, grave, il y a des choses à qui faire. collectionne les échecs. Ma présence ici en est un quand même. Tu vois, c'est le symbole de. Je suis arrivé au bout du couloir. Et nous aussi, on est arrivé au bout de cette émission. C'est terminé malheureusement. On a bien. Ben oui, ben déjà. Mais on a rien dit encore quand on là. s'amuse bien comme ça, le temps passe vite. On va se dire au revoir. Prince de l'Apocalypse, j'ai envie de te saluer. Oui, bah moi aussi. Voilà, bon. Je t'envoie tout de suite après. Ouais, c'est vrai. Alors par marrant. contre, on était avec Heroes qui a pas mis son t-shirt Get Busy. Je milite. Il y a un seul bon. Il l'a revendu pour acheter un caméscope. On était avec Calzone. Beaucoup de réactions. Les gens disaient on l'a pas beaucoup entendu, mais il a l'air sympa. Et c'est dommage qu'il soit loin du micro. Les gens disent c'est dommage, il est trop loin du micro. T'as trouvé lui un micro. Je reviens. C'est dommage, il est habillé en Fred Perry. C'est ce qu'on a dit. Avec tout Worker. Ouais, j'ai été très content d'être autour de 2 légendes qui sont Musul et Calzone. Calzone, je croyais qu'il n'existait pas ce monsieur. Avec David. Ravi d'être de retour. Avec ça. Attends, je te coupe une dernière fois, c'est important, moi je suis venu pour ça. Moi je te laisse les clés après et je te donne le code. Je te jure que je suis venu ici aujourd'hui, en ce samedi, j'ai libéré mon truc et Dieu seul sait que je suis occupé et je suis venu parce que je voulais rendre hommage à ces gens. Merci. Ce qui m'amène ici à cette émission aujourd'hui, c'est que je lisais Get Busy quand j'étais plus jeune. Et que Get Busy a été Moi important. aussi. Toi tu l'écrivais et que ça a été important pour moi. Ça lui prenait moins de temps de l'écrire que de le lire. Il y a des gens ici autour de cette table qui ont un vrai vécu, qui connaissent la vraie histoire et que c'est important le devoir de mémoire. C'est même essentiel. Ça peut pas, il n'y a pas une maison, il n'y a pas un truc solide qui se construit sans fondation. Et il y a quelques fondations autour de cette table. Et c'est important pour nous qui commençons à sortir la tête de l'eau avec ce truc et ça va continuer si Dieu le veut et encore à des niveaux encore plus élevés. Et ben voilà, mon honnêteté, ma vérité, c'est de dire ça m'a aidé à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Voilà, c'est la meilleure. Je peux pas te l'exprimer mieux que cela. C'est le plus long discours de conclusion de l'histoire des discours de conclusion. C'est parce que Mounien n'a toujours pas dit au revoir. Ah oui. Mounien n'a toujours pas dit au revoir, alors on va te dire au revoir, merci de ta présence. Parce que Mounien ne va pas partir, elle veut rester. Nous avoir éclairé sur le monde de la cascade. J'ai tellement de choses à dire que. T'as surtout tellement de choses à faire, Mounien. Et tu vas le faire et tu vas leur dire en le faisant. Et ben voilà, c'était Get Busy numéro 12. À bientôt. Hop, on fout le camp. On part sur l'autoroute et puis voilà, on est débarrassé.